You know, life is funny. If you don't repeat the actions of your own success, you won't be successful. You gotta know your own formula, your own ingredients, what made you, you. 1987, I was at the Latin Quarters, listening to Africa Bambaataa give the order. The core of the order was to avoid the slaughter. He said, record companies ain't got nothing for you without a lawyer. He taught the infinity lessons and how hip-hop could be many a blessing, and that was great. So in 1988, there was no debate. We had to end the hate. The name of the game was stop the violence and unity, knowledge, and self-reliance. We started talking about Martin and Malcolm. Had these ghetto kids going, huh, what about them? 1989, Professor Griff speaks his mind, but his freedom of speech is declined. 1990 came with the West Coast. East Coast, West Coast, who is the best coast? Looking back now, of course it was bogus. The whole argument was, but we lost focus. We got hopeless, not with the lyrics and music, but with hip-hop and how we used it or abused it. You know how the crew get. You like it, cause you choose it. 1991, we opened our eyes with human education against lies and tried to talk about the state of humanity. But all these other rappers got mad at me. They call me Captain Human. Another message was sent. Self-destruction, don't pay the fucking rent. Remember that? Nobody wanted conscious rap. It was like, where these ballers at? What can they call us at? All was whack. Hip-hop culture was falling flat, and that was that. So in 1992, I found my crew. They said, yo, Chris, what you wanna do? I said, damn, why they wanna get with me? If I bust they ish, I'm contradictory. If I play the bitch role, they take my shoe. Tell me what the fuck am I supposed to do? So I did it. Don't stop, get it, get it, get it. All of a sudden, these critics, they wanna spit it. KRS-One is contradictory. Just cause I wouldn't let these rappers get with me. Up that, up you and up your pen. If a rapper wanna diss, yo, I do it again. But I'm making these ends, and I got my friends. And I really don't wanna have to sit in the pen. So I go back to the philosopher. 1993 hip-hop is whack. Go back, check the facts. 1994, return to the boom bap. It wasn't all about the loot. It was all about Harry Allen Rhythm Cultural Institute blowing up. 1995, conscious rap is still alive. But nobody wanna play it, nobody wanna say it, nobody okayed it. They all rather hate it. 1996, it really don't stop. We put together something called the Temple of Hip Hop. Not just DJing, breaking, craft, and lyrics, but how hip hop affects the spirit. Step into a world, that's what I did. 97, I was raising my kid or kids, but I had to go, cause New York DJs changed the flows, too clothes and hoes. But that wasn't me, I'll be damned if I danced for the MTV. So in 1998, I began to debate, should I go now or should I really wait? 99, I moved to LA, you see, and took a gig with the WB. Started studying philosophy full time, to have a full heart, full body, full mind. But you know what the problem is or was? DJs don't raise our kids, cause they so caught up in the cash and jewels. How they gonna really see a hip hop school? How they gonna really see a hip hop temple? They don't even wanna play my instrumentals. But big up Dr. Dre, Snoop, Exhibit, especially Exhibit, he was there in a minute. Mike Concepcion, all of them said, yo, you need help? I should call them. When I was in LA, I held the crown. Bloods, Crips, they held me down. I can never forget Mad Lion, Killer Pride with the gat in the lap and the low ride. Oh, I can't forget Icy Ice, Lucky Lou, Julio G, that was the crew. Davey D, Ingrid, David Kahn, the list goes on and on. Let me tell you, Fred Wreck and my man Protest, much respect, no less. To my spiritual and mental defenders, big up to LA Temple members. But in 2000, I seen how I wanted to live. I wasn't no executive, so I picked up the mic and I quit my job. Said to Simone, I gotta get with God. She said, don't worry about these dollars and quarters. Record companies ain't got nothing for you. Damn, she took me back to BAM, took me back to who I am, brought me back to the New York land. Now I overstand. Now, KRS-One, now you've been quoted as saying that rap is something we do, hip-hop is something you live. Yes. Explain that to us, please. Well, today hip-hop, we are advocating that hip-hop is not just the music. It is an attitude. It is an awareness. It is a way to view the world. So rap music is something we do, but hip-hop is something we live. And we look at hip-hop in its 9 elements, which is breaking, MCing, graffiti art, DJing, beatboxing, street fashion, street language, street knowledge, and street entrepreneurialism, trade, and business. And that's where, that's the hip-hop. Comme je vous avais annoncé dans le premier épisode, hein, vous avez tous découvert justement l'histoire du hip-hop. Hey. Comme je vous ai bien signifié justement dans le premier épisode du hip-hop, de Hip Hop History avec le groupe de rap Mauvaise Haleine,
Donc là, c'était le hip-hop history au Gabon. Je vous avais bien expliqué justement que le vent, l'énergie du hip-hop est quittée justement de là où elle est née, en fait, dans le Bronx, d'accord? Cette énergie d'origine africaine, comme on a bien expliqué, et qui est revenue, en fait, cette énergie revient à son origine, en fait. Eh bien, elle est passée par, justement, elle a suivi l'axe colonial. Elle est passée par la France, comme vous avez vu, justement, dans le premier épisode, et elle est venue justement dans entre guillemets, dans les colonies françaises. Et on a commencé par le Gabon. Eh bien, justement, cette énergie-là, justement, qui a été portée par certains acteurs, on va revenir là-dessus, eh bien, elle n'a pas atteint seulement que le Gabon. Eh bien, en fait, tous les pays d'Afrique francophones et anglophones, en fait, tous les pays d'Afrique ont été inondés par cette énergie positive. Et que cette énergie, elle a suivi l'axe colonial, en fait. Eh bien, c'est arrivé au Gabon. D'où le fait que j'ai présenté le hip-hop au Gabon avec le groupe Mauvaise Haleine la dernière fois. Eh bien, elle n'a pas atterri qu'au Gabon, en fait. Elle a atterri dans toutes les colonies françaises via l'axe colonial français et justement toutes les colonies anglaises via l'axe colonial anglophone ou directement des États-Unis vers les colonies anglophones, comme ils comprennent l'anglais. Eh bien, justement, si je reviens dans le canal colonial francophone, il n'y a pas que le Gabon, justement, que cette énergie hip-hop a atteint, en fait. Eh bien, tous les pays d'Afrique franco, d'ailleurs, la tournée qu'avait organisée Sydney, comme j'ai dit dans le précédent épisode, la tournée qu'il appelait Nation Rap, justement, il a parcouru plein de pays africains, Côte d'Ivoire, Cameroun, Gabon, enfin, plein de pays africains. Donc, eh bien, quand on suit l'axe colonial francophone, hein, parce qu'il n'y a pas que l'axe francophone, il y a eu lusophone, anglophone, donc toutes les colonies anglophones et lusophones ont été impactées aussi. Eh bien, si on reste quand même dans l'axe colonial francophone, eh bien, tous les pays d'Afrique francophone ont été impactés par cette énergie formidable hein, qu'est le hip-hop. Vraiment une énergie très puissante. Eh bien, on a vu la dernière fois avec le Gabon, voilà, le hip-hop au Gabon, tout ça, avec le groupe de rap Mauvaise Haleine, le plus grand groupe de rap du Gabon, selon mon avis. Okay? Eh bien là, ce n'est pas la seule colonie, entre guillemets, ex-colonie, bon, bref, française, qui a été impactée par cette énergie. Eh bien, en fait, tous les pays d'Afrique francophone ont été impactés. Et aujourd'hui, justement, on va parler du cas du Cameroun. Justement, le hip-hop history aujourd'hui, c'est spécial Cameroun. Et à cette occasion, j'ai l'honneur et le privilège, vraiment c'est un réel plaisir pour moi, d'accueillir, selon moi, l'un des plus grands rappeurs du Cameroun. Et là, je ne blague pas. Il ne sera peut-être pas d'accord. Peut-être je vais énerver d'autres rappeurs camerounais. Ah, les histoires, ouais, non, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Eh bien, c'est mon avis. Voilà. Ça, c'est vraiment un monsieur. Bon, on va développer justement sa stature, sa carrière. Et je veux profiter justement de son expérience pour qu'on parle un peu de cette énergie au Cameroun. Donc, j'ai l'honneur vraiment de recevoir le MC de grande valeur, Monsieur Crotal. Bonjour, MC. Est-ce qu'il m'entend, Monsieur Crotal? MC, est-ce que tu m'entends? Oui, bonjour, bonjour. OK. Alors, oui, en tout cas, c'est un honneur vraiment pour je te suis. Oui, vas-y. Non, je disais, je te suis tout oui, je te suis. Ah, je suis avec toi. OK, merci. C'est vraiment, en tout cas, au nom de toute l'équipe de Medouti TV, on tient vraiment à te souhaiter une très bonne venue dans cette émission, hein, comme on dit à Medouneter, Iti Motep. Voilà, parce que, en tout cas, voilà, bienvenue en tout cas dans cette émission. OK, merci beaucoup. OK. Alors, donc, pour les internautes qui nous suivent, merci. De rien, mon frère. C'est vraiment un plaisir. Pour les internautes qui nous suivent donc, et qui
qui viennent de la planète Mars, voilà, et qui ne sauraient pas qui est ce grand monsieur. Alors, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour que vraiment les gens prennent connaissance de qui tu es et on va développer justement la thématique qui nous rassemble aujourd'hui. Ben, ok, je vais dire quoi? Moi, je suis Crotal, rappeur, artiste musicien, producteur, éditeur de musique depuis 1997. Sinon, je suis sur la scène hip-hop camerounaise depuis 1989. Comme on dit, en dehors d'un petit épisode de ma vie en Occident, je suis présent et actif sur la scène hip-hop camerounaise, africaine et celle du reste du monde depuis 1993. J'ai jamais arrêté, je suis là. Voilà, j'ai un label de production qui s'appelle Double Production. J'en ai un deuxième qui s'appelle Kingston Records, que j'ai avec certains partenaires. On en a un autre qui s'appelle Fatherlands. Wow. Fatherland. En dehors de ça, quoi, je suis le président actuel du syndicat national des acteurs des musiques urbaines du Cameroun. Justement. En même temps, voilà, en même temps, je suis administrateur de la Société camerounaise de droit voisin. Bref, très actif dans le milieu musical à ma façon. Très bien, très très bien. Justement, on va revenir là-dessus, justement, quand on va… Parce que je veux qu'on termine cet échange en parlant non seulement de ton actualité, mais aussi de tes projets. Et tu auras l'occasion, justement, de développer tous ces volets-là, voilà, que ce soit au niveau artistique ou au niveau de la production, etc. Tu auras l'occasion de développer ça. Mais j'ai vraiment envie déjà qu'on revienne, justement, bon, bah, tu t'es présenté, etc. Alors, j'ai envie que tu nous racontes un peu, parce que quand j'ai fait je ne sais pas si tu as eu l'occasion de regarder le hip-hop history en général, que j'ai présenté, en fait, j'ai mis vraiment un focus sur la descente de Sydney en Afrique, la descente de Sydney dans plusieurs pays africains. Même si, effectivement, on n'a pas attendu Sydney pour découvrir le hip-hop, il était déjà là. Je veux dire, voilà, il y avait plein de canaux qui font qu'on écoutait déjà du rap américain, il y avait la danse qui était déjà arrivée. Mais la descente de Sydney, en tout cas pour le Gabon, la descente de Sydney a été un événement marquant vraiment dans la naissance du hip-hop, en tout cas au Gabon. Ça, c'est sûr et certain, je suis là pour en témoigner. Et alors, j'aimerais justement te poser la question, est-ce que ça a été la même chose au Cameroun? Comment tu as vécu, entre guillemets? Est-ce que, je sais qu'il est arrivé là-bas, ça je le sais. Justement, est-ce que tu peux nous raconter cette histoire? Je pense que c'est une histoire que beaucoup de gens ont besoin de connaître, et surtout aussi même des jeunes Camerounais qui sont dans le hip-hop, peut-être qui n'ont pas vraiment conscience de cette période-là. Est-ce que tu peux nous raconter, détailler comment ça s'est passé, comment tu l'as vécu? Prends ton temps, ça nous intéresse grandement. Vas-y, mon frère. Alors, ça nous emmène très, très loin, tout ça. Je vais dire tout simplement qu'il faut être honnête, l'Afrique, tout comme le reste du monde entier, à la même période, subit la mise en lumière du hip-hop dans son ensemble. C'est-à-dire qu'au Cameroun, en 1983-84, en avant-première dans les salles de cinéma qui n'existent plus d'ailleurs, nous avions des primes sur un vidéogramme comme Beat Street. On a tous regardé Street Dance. D'accord? Et à partir de ce moment, il y a eu l'éclosion d'une flopée de groupes de danse hip-hop. Donc, nous tous, nous sommes les enfants de la danse. C'est-à-dire, je suis tout petit. On est dans un groupe de danse qui s'appelle Center City Breakers. Parce que nous sommes les petits frères de ce qu'on appelait Yaoundé. Tu peux répéter le nom? Center City Breakers. Center
City Breakers. Comme le New York City Breakers. Parce que nous sommes les petits. Voilà, nous sommes les petits de ceux qui s'appelaient Yaoundé City Breakers. OK. À côté de ça, voilà, tu avais des groupes comme Turbo 44, tu avais Mirage 444, tu avais tellement de monde. Bref, comment expliquer ça? L'engouement pour le hip-hop est tel que, je veux dire, on est à l'école primaire, quand on fait les rencontres entre écoles primaires, il y a des battles de danse. Du coup, les promoteurs d'événements, voyant tout ça, j'oublie juste le nom de celui qui ramène Sydney au Cameroun en 1984, Cinéma Le Capitole. OK. Il fait venir Sydney et son DJ que personne ne connaît à l'époque, qui s'appelle DJ David Guetta. Parce que les gens ne le savent pas, c'était lui qui accompagnait Sydney. Tout à fait. Et voilà, et Sydney vient ici au Cameroun, à Yaoundé, en tout cas, lors de son passage à Yaoundé, il se trouve qu'il est face à des danseurs locaux et des rappeurs locaux. Et juste, je te coupe pas, garde ton fil. Allô, Voilà. Krotal, garde ton fil, ne perds pas ton fil. Mais comme c'est aussi un échange, c'est aussi un échange spontané, j'aimerais quand même que les internautes sachent que c'est vrai, ça fait bizarre quand on dit ouais, David Guetta. Mais il faut savoir que à l'époque, comme je pense que je le dis dans le, ouais, il me semble que je le dis dans le hip-hop historique quand j'arrive en France, quand j'arrive dans la partie France. À l'époque, à cette époque-là, donc David Guetta n'était pas connu, ok? Bon, certes, il mixait déjà dans techno, dans les milieux techno, mais il n'était pas encore connu. Eh bien, il avait fait à l'époque justement un morceau avec Sydney, ok? Ce morceau s'appelait Nation Rap. En fait, il avait… La Nation Rap. Oui, Nation Rap. Ça, c'est après, c'est 88-89. Ah, d'accord, ok. C'est 88-89. Ah, il me semblait… Ouais. D'accord, bon, bah… C'est la Nation Rap. Donc, continue alors, s'il te plaît, continue. Voilà. Et donc, nous tous, on est vraiment férus de danse hip-hop, d'ailleurs, jusque tard. Sauf que en 84-85, il y a Michael Jackson qui arrive, enfin, même s'il est là depuis, mais là, il y a Michael Jackson, la star interplanétaire, et beaucoup de danseurs, en fait, virent vers Michael Jackson. Du coup, ça commence à se diluer, et pour des gars comme nous qui trouvaient vraiment quelque chose d'expressif à la danse hip-hop, certains parmi nous se mettent à rapper. Vraiment, quoi. Rap à message, rap à thème. Je vais toujours citer des gars comme MC Mine, le prophète Joby, qui sont ceux qui, moi, par exemple, moi, n'ai pas appris à écrire mes premières strophes, mes premières barres, comme on dit. Des aînés comme Pierre Merlin et Louis Kodje, qui étaient déjà là, justement, qui affrontaient Sydney en 84, qui, eux, ont continué dans le rap. Après, des plus jeunes, c'est-à-dire lors de moi, tu avais un groupe comme Démoniaque, Démoniaque Possi, tu avais, comment dire, aujourd'hui, elle est une chanteuse très word, qui est Cory Dengemo, qui était dans le groupe Macaz. Personne ne sait quel était le lead rap du groupe Parker's Family. Il y a plein de monde, il y a vraiment un engouement. Et là, je suis en train de parler de la période 86, 7, 8, 9. C'est vraiment, là, on se met à rapper. Nous, vraiment, on est des rappeurs en herbe. Hein. Donc, le passage de Sydney, c'est 84. 85, Michael Jackson, beaucoup d'entre nous ne se retrouvent pas là-dedans et on se met à rapper. Et depuis qu'on a commencé là, on n'a jamais arrêté en fait. Voilà, aussi simple que ça. Et justement, c'était à l'époque où il y avait des groupes comme État d'urgence, OAN,
Big Voilà. Busy. Donc, Est-ce que tu peux en parler un peu de cette époque? voilà. Juste avant que tu ne Oui, viennes en bien France, sûr. est-ce que tu Oui, peux bien raconter un peu sûr. cette histoire, s'il te plaît? Oui, bien sûr. C'est-à-dire là, quand je te cite, là, tu as cité les groupes qu'on emmène, qu'on dit chez les jeunes. C'est-à-dire, non, il y a des aînés qui rappent, d'accord? Et les petits, en fait, qui sont avec eux, qui ramènent partout, tu as nous, Anonyme aussi, tu as Démoniaque aussi, tu as par la suite État d'urgence, dont justement un des membres vient de Libreville. Oui, oui, on l'appelait le mathématicien, Jigma. À Douala, tu as un groupe qui brise tout, qui s'appelle OAN, originaire d'Afrique noire. Tu as un groupe comme Aborigène. Tu as tu as vraiment une scène qui se met réellement sur pied, quoi. Ici, parmi les groupes des aînés, tu as les M6 Number One. Wow, tu as tellement de... Les noms, en fait, j'en ai, mais vraiment des masses. J'ai un titre qui s'appelle justement Hip Hop sur mon album La Bio de No Life, où je raconte un peu toute cette histoire. Et si tu veux, l'engouement est tellement fort qu'un monsieur comme Constieka, venant de Côte d'Ivoire en 89-90, fait un concert au Cameroun, au Capitole, comme on dit match de gueule, Cameroun-Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, tu as le groupe RAS qui, comme on dit, chicote déjà, tous à bord, Agna, tous à bord, Agna. Voilà, ouais, je vois que ça t'interpelle. Tu as Junior and the Crazy Bee. Bref, ils ramènent tous ces gars ici au Cameroun. Les gars, entre-temps, créent l'équipe nationale du rap. Je pense à des gars comme Jackson, je pense à Jaxo, je pense à à tous ces gars qui ont affronté les Ivoiriens au cinéma, le Capitole. Et je dis toujours aux gars, ce jour-là, on était là, nous tous. On était là, nous tous. Après, je conclue en général en disant, c'est pas notre faute si on était là, c'est juste qu'on était là. Voilà. Donc, je vais penser à des gars comme Rouli Premier. Il y a tellement de groupes. Oui, tout à fait. C'est vraiment énorme. À partir de 89. Vas-y, voilà. De 89, je crois qu'il y a une période où tu es venu en France. Parce que moi, je suis en France, en fait. Justement, est-ce que tu peux raconter Oui, bien sûr. Jusqu'à 93. 4 ans. Voilà. Et oui, tu m'entends? Oui, je t'entends. On a envie justement que tu racontes un peu, parce que la naissance de cette culture t'a trouvé au Cameroun. Et au Cameroun, tu quittes en fait le Cameroun, donc tu quittes un peu cette culture par naissance. Oui, parce que je dois aller continuer ça s'est passé. Ben écoute, je dois aller continuer mes études comme c'était le schéma habituel à l'époque. Et je me retrouve en France du côté de Lille, dans le nord Pas-de-Calais, chez mon frère aîné. Et j'ai la chance d'être avec quelqu'un de très souple qui lui-même est en fait branché culture hip-hop, mais plus ouvert, comme on dit. Du coup, je participe à ce qu'on a appelé en France des projets bus rock, c'est-à-dire c'était des bus aménagés en studio qui faisaient le tour des quartiers difficiles. Je pense au groupe qu'on a créé à Lille qui s'appelait ARM, l'arme en fait. Je pense à des partenaires à moi, mes protagonistes dans le groupe, un gars comme Axiom. Axiom, tu connais. Axiom, ouais, tu connais Axiom. À Hicham, c'est moi. Tu diras que ouais. Oh, ouais. Ah, c'est un grand monsieur de la culture. C'est un grand monsieur. En fait, Axiom. Donc, on fait à l'époque. Ah ouais, vraiment bien. Oui. Ouais, Axiom, on fait la première partie de. Vas-y, continue. Parce que comme on il fait y a la des première partie de Ice-T à l'aéronef de Lille.
on fait IAM quand ils font la tournée des centres sociaux. Parce que je ne sais pas s'il y a beaucoup de groupes de rap en France qui ont fait ce truc. La tournée de tous les centres sociaux de France. Quand tu entends Shurek, ça vient de cette tournée, en fait. Ouais, ça vient de cette tournée. Oui, vas-y. Cette tournée. Vas-y, en fait, Ouais. ton micro se coupe de temps en temps, en fait. Je sais, j'ai vu, il y a quelqu'un qui a fait. Ouais, Donc, vas-y, donc tu parlais justement de la tournée. on a eu la chance de côtoyer la tournée du groupe IAM qui a fait les centres sociaux. On a fait la première à l'époque, on a fait pas mal de choses. En France aussi, tu as un réel démarrage. Parce que c'est ce qu'il faut dire aux gens. Il y a du hip-hop en France, il faut remercier beaucoup un monsieur comme celui qui a créé Radio Nova. Déjà sur l'histoire même de l'avènement des fameux danseurs américains et des rappeurs américains en France. C'est lui, très peu de personnes en parlent. Tout à fait. Oui. Et donc, je le rappelle très bien dans le… Sur les partages radio… Je le rappelle très bien dans le premier épisode de Hip Hop History, justement, le New York City Breakers, quand ils ont débarqué à Paris, mais vraiment, les gens ont pété les plombs parce qu'ils découvert quelque chose qui était fort. Paris, voilà. Voilà. Mm-hmm. Oui. Et c'est lui qui les avait ramenés. Tout à fait. Du coup, nous, Afrique francophone, si on peut dire ça comme ça, nous tous, on a connu les cassettes qu'on nous envoyait de Radio Nova, où on pouvait écouter les prémices du rap français. À l'époque, NTM et Assassin formaient encore un seul groupe, c'était le 93 NTM. Les gens ne le savent pas. Très peu de personnes parlent de rap engagé en France. Personne ne te dira qu'en 1991, le premier groupe réellement censuré dans l'histoire du rap français, c'est le groupe Assassin. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Tout à fait. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Tout à fait. Ouais, il y a… Et ça comme on dit, on le vit en fait, parce que il y a… Je suis en France, nous tous on est accrochés à la télé. Quand M6 diffuse Rapline, je crois c'est tous les 1 mois et demi ou tous les 2 mois. Avec Olivier Cachin. C'est comme ça qu'on écoute. Olivier Cachin, voilà. Donc nous tous on est dans ce truc. Et je reviens après la loi Pasqua. La fameuse loi Pasqua. Et je reviens en début 93. Et je ne repars jamais. Exactement. Et tout simplement. Donc, quand je reviens au Cameroun, je réintègre mon ancien groupe et c'est lancé. Et est-ce que tu as connu justement la compilation Rap Attitude? Je pense que la compilation Rap Attitude a commencé beaucoup à écrire en français. Si, comment? Si je commence à citer, ça va mettre long, tu vois. C'est vraiment long, mais l'impact, il est là. Je me rappelle de groupes comme Little MC qui réalisent sa première, les Little MC, la maquette est réalisée dans le salon de notre père, Manu Dibango. Les gens ne le savent pas. À l'époque, il avait un 8 pistes dans son salon. Wow. Et il… Sérieux? Voilà. Et il est avec eux sur le titre « Ressens le son ». Waouh. OK. Il n'y a pas de hasard, mon cher. Tu sais qu'il n'y a pas de hasard. Le truc, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Ouais. Waouh. Alors là, tu m'apprends quelque chose. Bon, on assiste à une période où tout le monde dit que l'histoire… D'accord. Oui, non. Il y a… Parce que je ne vais pas commencer à te parler des groupes qui nous marquaient parce qu'on était dans des zones difficiles en France, comme Mystère Amer, l'avènement des affrontements sur Paris, des gangs qu'on appelait Zoulou à l'époque. Je te parle, nous tous, on a des parents qui étaient requins vicieux, Black Dragons,
des gars de la secte Mandi, la secte Abdoulaye, ça, on a connu ça. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Là, puisque beaucoup de leaders de ces groupes sont devenus plus tard des producteurs. Je vais désigner personne, mais c'est aussi ça qui fait les bases du rap français. Hein, Après, on va pas donner les noms parce que... Oui, on va pas donner les noms, on va pas donner les noms. Mais tu sais, Costa, en fait, cette tradition, comme je le démontre dans le premier épisode, cette tradition où les premiers acteurs du hip-hop sont entourés par les gangs, ok? Ça vient des États-Unis et c'est grâce à Afrika Bambaataa qui était dans le Black Spade, dans le gang de Black Spade. Donc, ils ont convaincu tous les autres de protéger, justement, de ne plus aller dépouiller les gens qui allaient faire les soirées hip-hop, mais d'aller protéger cette culture, en fait. Eh bien, c'est ça qui se retrouvait dans pratiquement toutes les villes où le hip-hop a été, justement. Après, bon, on connaît très bien ce qu'il devait faire, je ne sais pas, mais en tout cas, ça a attiré les gangs, quoi. Voilà. Donc, comme je dis toujours aux gars, voilà, après, le quartier ne te demande pas ta permission. Je veux dire, si tu es Gabonais, tu te retrouves à la cité Belfort à Lille, on ne te demande pas si tu es impliqué dans quoi que ce soit. Si les gars d'une cité voisine arrivent, bon, ils décident d'allumer la cité, tu vas te faire allumer. On ne te demande pas trop ta permission. Et ça, ce sont les aléas de la vie. Justement, est-ce que tu peux justement raconter cette histoire du hip-hop au Cameroun en mentionnant un peu, on va dire, les sons de rap. Je pense qu'il y a eu une période où j'ai entendu parler justement des fameux sons de rap qui ont permis… Ah oui. Justement. Est-ce que tu peux raconter un peu ça, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Je veux dire, le truc est simple. 93, on a un monsieur comme Jean-Marie Aranda qui avait créé les Têtes Brûlées. Je sais que ça n'a rien à voir, mais qui est en fait un féru de culture hip-hop qui s'associe à… comment je peux oublier son nom? Le fondateur du Festi Bikoutsi. Ça va paraître bizarre aux gens. Monsieur Bina René Aïna. Il faut savoir que depuis 89, quand on faisait les Zoulous parties au collège Charles Tangana, celui qui nous donnait la sono s'appelait Monsieur René Aïna. Et il faut savoir qu'entre 93 et 95, celui qui organisait le festival hip-hop de Yaoundé s'appelait Monsieur René Aïna, accompagné de Monsieur Jean-Marie Aranda, fondateur du groupe Les Têtes Brûlées Bikoutsi. Il faut savoir ça. Et que beaucoup de groupes forts de la ville de Yaoundé, par exemple, se sont illustrés à partir de ces mini-festivals-là. Derrière, il y avait vraiment un engouement et une envie d'accompagner. Mais par contre, j'avoue que quand je regarde les cachets que nous faisions dans la danse rap 88-90, et ce qu'on s'est mis à gagner entre 93, c'était le jour et la nuit, mais nous étions du mouvement hip-hop. C'est un mouvement. On le fait. On ne passait ni en radio, ni en télé. Exactement. Et puis, il faut quand même rappeler qu'à cette époque, c'était cassette. Enfin, je veux dire, les gens n'avaient pas accès à des studios. Ce n'était pas aussi professionnel que maintenant. Voilà, et tu avais la chance de vraiment trouver un endroit où t'enregistrer. C'était la galère. Et justement, est-ce que tu peux raconter cette expérience-là? Justement, je pense que ce qui a changé, justement, ce qui a changé les choses au Cameroun, c'est la naissance du studio African Logic. Est-ce que tu peux justement raconter cette histoire? Non, je vais. En fait, on n'a pas… Même quand on va dans les studios qu'il y a au Cameroun, déjà, il faut comprendre, la plupart d'entre nous rappaient sur des passes B. C'est-à-dire des musiques instrumentales de rap hyper connues d'ailleurs. Et nous, ici, on fait partie d'un groupuscule qui commence à dire, ouais, bon, il faudrait qu'on commence à faire nos propres musiques.
C'est comme ça qu'on se rapproche dans des studios locaux et on passe entre les mains de tous les vieux propriétaires de studios de la ville de Yaoundé. Ils nous connaissent, nous tous. On ne peut pas se lever aujourd'hui et mal parler d'un monsieur comme Christian Guini. Je ne peux pas parler devant un monsieur comme Joe Natava, un monsieur comme le Feu Fanfan, Touche la Touche. Tous ces gars, quand on voulait aller en studio, même si nous clashions parce qu'il y avait un problème de culture. Ouais, vous, vos histoires, là, on n'est pas aux États-Unis ici, sauf qu'ils nous ont quand même ouvert leurs portes. On s'est battu tant bien que mal, on faisait des sons approximatifs parce que ça devait ressembler à ce que nous avions dans nos têtes. Moi, j'ai la chance de jouer d'un ou deux ou trois instruments de musique. J'ai la chance d'avoir participé au projet Bus Rock en France. Donc, l'utilisation à l'époque sur Atari de Cubase 1.0. Exactement. Avec le 8 pistes cassette. On a fait tout ça. Et maintenant, à côté de ça, il y a d'autres jeunes qui sont impresarios de ces concerts. Je vais parler de Nadine Patricia Mungue, qui venait présenter des concerts de rap en tenue de classe. OK. Je vais parler de cette Nadine Patricia qui, quand elle a pu accéder au stage à la CRTV, a ramené des gars comme Alain Dexter. Mon frère Serge Tamba, tous ces gars, ils bagarraient à leur niveau dans les médias. Et à chaque fois qu'on donnait une antenne aux gars, ils te passaient du rap. Après, ils ont commencé à inviter en radio ceux qui étaient des rappeurs camerounais, entre guillemets. On ne va pas ignorer Benjo Steel, qui fait le premier clip de rap diffusé à la CRTV, où il rappe. Ça nous change un peu de Bantou Clan. Parce qu'il faut comprendre, dans l'imagerie populaire, les gens se moquent des rappeurs. Parce qu'ils ont l'impression que c'est des petits qui ne savent pas ce qu'ils font et qu'ils singent quelque chose d'ailleurs et que de toutes les façons, c'est un phénomène de mode, ça passera. Donc, il y a beaucoup de mépris autour de tout ça. Et ils ne se rendent pas compte que c'est ce qui a donné la force, en fait, au rap camerounais. C'est-à-dire, c'est un démon qu'ils ont nourri avec leur mépris et leur haine. C'est-à-dire, il a appris à se développer. Donc, c'est devenu pour nous comme un combat. C'est-à-dire, c'était de dire, OK, on ira dans les studios, on va enregistrer nos sons, on va faire sortir nos sons. Un jour, nos sons seront diffusés en radio, ils passeront à la télé. Et en fait, c'est devenu... Et il y a des jeunes, donc, je vais parler de ceux qui assistaient Monsieur Bertin Ketchemen, qui était le créateur de ce qui s'appelait Jazz sous les manguiers. Monsieur Bertin Ketchemen, d'ailleurs, qui depuis 93 créait toujours une scène rap sur la scène de jazz sous les manguiers. Justement, tu mentionnes cette époque-là. J'aimerais que tu reviennes aussi. Quand tu rentres, je crois que tu avais un crew, Anonyme Crew, je crois, il me semble, parce que je me rappelle encore quand je m'intéressais Anonyme Crew, Et parle-nous justement de tous ces crews-là. Anonyme Crew, Oumar CVM, Angsang, je ne sais plus comment il s'appelait, Angsang, je sais plus. Oui, c'est ça, Angsang Grave. Exactement. Raconte un peu la naissance de tous ces crews-là. Peut-être que les jeunes d'aujourd'hui ont oublié ou je ne sais pas. Nous, déjà quand on revient, il y a un frère et ami qui aujourd'hui officie sous le nom de Lalco, qui est un vieux de la vieille du rap français, qui ici a créé un groupe qui s'appelle, comment il s'appelle encore? Oumar CVM. Sauf que malheureusement, il doit partir pour d'autres raisons en France. Exactement. Oumar CVM, exact. De lui, Loïc. Justement. De FT. Justement. Est-ce que en parlant de... Attends, je te donne la constitution. Vas-y. Lalco, FT, H,
H Production, H for Life, Ok. qui aujourd'hui est le producteur manager de nous. Voilà les 3 rappeurs Ah. de Oumar Siviem. Ah. Après, il recrute un gars qui s'appelle Tom Sefa, qui deviendra plus tard Racine. Sauf que FT se retire, H se retrouve en train de faire autre chose, Ouais. Blanco part en France, et le Ok. groupe reste sous la houlette de Tom Sefa. Tom Sefa, qui après va se mettre avec DJ Billick, Joel T et plein d'autres gars. Mais tous ces gars sont là. Et c'est Nous, quoi on le est lien? Anonyme Crew. C'était quoi le lien entre Oumar CVM et Negrissim? Parce que est-ce que Negrissim faisait partie de Oumar CVM en fait? Ah non, non, non. Attends. Justement, ils développent leur truc, un monde aussi rebelle. Et à un moment, il y a Sadrak de Negrissim qui fait partie d'Oumar Siviem. Les gens l'ont oublié. Je ne sais pas comment ça se fait. Nous tous, nous sommes à Africa Logic. On s'apprête à faire la première D'accord. partie de C'est Sadrak, c'est Sadrak qui faisait la première partie de c'est ça? Black Soul. C'est Sadrak qui faisait partie Il de Oumar faisait CVM. partie d'Oumar Siviem. Ah. Et pendant au moins 2 ans ou 3 ans, c'était du groupe Oumar Siviem. Et il s'est vu éjecté du groupe, je crois, en 97, le jour même où on devait faire la première partie de Positive Black Soul, qui faisait sa tournée mondiale. Okay. C'est le J, comme on dit, à 20 minutes du concert, le groupe l'a mis dehors. Allez savoir pourquoi, je ne sais rien. Donc, 93, il y a Anonyme, il y a des gars comme Rouli Premier qui malheureusement est déjà décédé. Tu as État d'urgence, tu as Onde de choc, tu as tellement de groupes, Irene State, ils sont nombreux. Tu as Bazor qui par la suite va devenir Sultan Ho Chi Minh. Tu as, c'est beaucoup. Je ne peux pas tous les citer. Ce serait vraiment prétentieux. Tu as des groupes comme dès 94, BAZ Clan, Boula Zéro, qui deviendra Malé Kung Fu. Mais ça prend une ampleur terrible. Et donc, la plupart de ces crews se retrouvent comme ils peuvent, mais ça devient sérieux dès 95. Tu as l'Institut Goethe qui emmène le hip-hop mobile de Berlin, qui enregistre une compilation à l'Institut Goethe. Et à partir de ce moment, tu as les gars qui travaillaient pour Jazz sous les manguiers, à l'instar de M. Ansembon, Junior Kada, M. Alex Siewe, qui vont mettre sur pied ce qu'on a appelé les John Players Sunday Rap. Nous, c'est-à-dire moi et un aîné à moi, nous avons rédigé ce qui allait devenir les John Players Sunday Rap. JP Sunday Rap. John Players pour la marque de cigarettes Gold Leaf. Okay. Ça veut dire que c'était financé quelque part par la BAT. Voilà. Et tout ça se passait à l'espace African Logic. Wow. C'est comme ça que dorénavant, chaque dimanche, il allait avoir un spectacle de rap à African Logic à Bastos. Okay. Ça permettait que les groupes de Yaoundé se rencontraient. Et là, on a commencé à vraiment voir les groupes de partout. La personne qui fournissait la sonorisation lors des John Players Sunday Rap, c'est M. Pascal Morabito. Okay. Et qui laissait comme un G son fils, qui s'appelle Shy FX, qui est un super beatmaker. C'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Si tes gars font la go, il n'y a pas de hasard. Aujourd'hui, ça, tu ne peux pas effacer ça. Non, c'est clair. C'est important, qu'on profite de ta présence. Oui. Pour nous raconter cette histoire. Parce que les gens ont besoin de connaître. Le problème que j'ai constaté dans les différents pays, c'est que le hip-hop, l'histoire du hip-hop n'est pas racontée. Et du coup, les jeunes d'aujourd'hui, ils grandissent. En fait, ils ne savent pas d'où ça vient, et ils croient même que c'est eux qui l'ont créé. Et du coup, ça appauvrit un peu le hip-hop. Donc, il n'y a pas le respect, justement, des aînés. Ça part dans tous les sens. Ça part dans tous les sens. Vraiment, il y a plus. Justement, essaie de nous raconter juste la naissance de
Studio Mapan Records. Ça, quand j'ai entendu, quand j'ai appris ce truc-là, Justement, tu as vu que là, wow. voilà, je suis à. Tu as vu que là, je me suis arrêté en 95. Mm-hmm. Donc, 96, il y a Hip Hop Mobile de Berlin. Et puis, début 97, j'ai un aîné à moi, mon cousin, mon grand cousin, en la personne de monsieur Louis-Marie Tsungi, qui est titulaire de l'équipe, dans l'équipe de basket senior de France, qui, suite à une blessure, commence à penser sérieusement à son retour au pays. Et puis, il y a d'autres raisons familiales aussi. Il me dit, écoute, ça fait 3 ans, je vais avec vos maquettes, je rencontre les majors, j'essaie de faire ce que je peux en France là-bas. La même chose me revient toujours. Il y a un énorme potentiel, les gars sont réellement doués, mais au niveau des sons, c'est la catastrophe. Au niveau du mastering, ça va pas, ça va pas. Alors il me dit, écoute, moi je t'ai vu composer, travailler. Qu'est-ce que tu penses si je ramène un studio d'enregistrement uniquement orienté musique urbaine et autres, électronique, mais on ajoute à côté de ça un magasin où je vends des CD, des fringues hip-hop de marque véritable, des trucs comme ça. Je lui dis, grand frère, moi je suis pas attends. Il me dit, la seule condition, c'est que ce sera toi qui vas gérer les infrastructures techniques parce que moi, les studios, j'y connais rien. Il dit ça pourquoi? Parce qu'à la base, sa passion, c'est le DJing. Et à l'époque, il fait les stages DMC aux côtés de DJ Abdel, Cut Killer, tous ces gars, il les connaît. Et voilà comment cet aîné prend de ses économies de basket pour acheter du matériel, pour mettre dans le business de la culture hip-hop. Wow. C'est comme ça qu'en 1997, on se retrouve avec quasiment la même configuration que le groupe IAM. Un studio où on tourne sur Windows 95, et à l'époque, c'était grand. Hein. On avait un disque dur qui avait 4 gigas un disque dur SCSI qui avait 4 gigas et on avait une barrette de 256, mon gars. C'était énorme. 256 mégas, un ordinateur comme ça. C'était avant-gardiste. C'était avant-gardiste. Le même sampleur qu'IAM. Voilà. Un sampleur ESI 4000, EMU. On avait des enceintes Tannoy, les mêmes que le groupe Mobb Deep utilisait à New York. Comme micro, on avait un Rode NT2. On tournait sur la carte son, c'était une Turtle Beach. Vraiment. Mais les gens ne savent pas que c'est avec ce matériel qu'on a brisé ce que moi j'ai appelé plus tard le mur du son. Ah oui. C'est-à-dire que moi, en tant que compositeur, j'ai pu donc me libérer, c'est-à-dire vraiment commencer à partir à fond dans mes délires. Et justement, il y a beaucoup de, justement, j'ai mentionné, j'ai voulu que tu parles de, allô? Oui, j'ai voulu que tu parles de ce studio-là. Je suis avec toi. Studio Mapan Records. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont cartonné, comme le groupe Négrissime. Il y a beaucoup en fait, ça a créé, ça a révélé beaucoup de gens, en fait, justement. Est-ce que tu peux nous détailler Oui, beaucoup. Au moins à cette période, entre 97 et 2000, j'ai fait les musiques d'au moins 80% de tout le mouvement. Peut-être les gens ne le savent pas. Je le dis, je l'assume. Hein. Après, ce n'est pas de la polémique. Mais à cette époque, j'avoue que 80% des prods, j'avais l'énergie et la tête pour le faire. Et entre-temps, on fait la première partie de Positive Black Soul en 97. Wow! Ce qui fait que nous nous retrouvons au Sénégal pour le Dakar Rap Festival en fin 97. On fait déjà des festivals. Et derrière tout ça, tu as un groupe, le collectif Négrissime, qui se met sur pied. J'ai oublié de citer entre 93 et 95 le POSI YDE, qui était le rassemblement de Anonyme.
Onde de choc et état d'urgence. Ah, Onde de choc, c'est eux qu'on appelle la source. Ils vont devenir un groupe qui s'appellera la source, qui lui fera partie du collectif Négrissime. Parce que le Négrissime, c'est un collectif. Boudor, tonton Boudor, son groupe s'appelle Aborigène. ah, ok. Avec DJ Man. Ok. Donc, Négrissime, c'est le rassemblement de Sadrak, ancien diabolique MC, parce que c'est ça son nom à la base. Sadrak, tonton Boudor, John Kwalo, le chanteur, la source. Voilà ok. ce qui crée le Négrissime. Maintenant, nous, d'un autre côté, on crée un collectif qui s'appelle le Magma Fusion, Magma Fusion, qui est le rassemblement de anonymes, Triple O's, Triple O qui veut dire Out of Order, le Pressure Pack, par Suleiman qui vient du Canada, qui est très proche de Econ à l'époque, qui s'appelle encore Ticon. Ok. Pressure Pack, Malekoum Fou et État d'urgence. Wow. Donc sur scène, le Magma Fusion, nous sommes 11. Après, c'était la période du Wu-Tang et autres, ça ne surprenait pas beaucoup les gens. Donc, 97, le studio Mapan vient vraiment pulvériser tout parce que on enregistre dans l'album de Négrissime. En même temps, je fais les prods pour un projet qui s'appelle Camer Connexion, où puisqu'il y a tout le mouvement hip-hop chez moi, on signe tous les gars pour un projet de compile. Et en 98, j'enregistre pour Camer Connexion 30 groupes en 3 jours. Un truc de fou. Oui, finalement, on consigne ça sur des DAT. Les sons sont faits. Écoutez, quand on est toujours dans cette démarche, à l'époque, on ne veut pas s'assumer comme label. On fait écouter. Et les autres de l'autre côté en train de nous dire, waouh, vous dites que ça c'est fait où on dit au Cameroun. Ils nous disent oui. Là, mais là, au moins, le langage change. Il n'est plus question de mix et de machin. Ça devient, ils ne sont pas prêts ici. Ça, c'était par exemple pour le R&B. Je parlerai de filles comme Élise et Daniel. Daniel qui deviendra Amaya Makeda. Daniel. Moi, quand les gens sont épatés de l'avoir à ce niveau aujourd'hui, je dis, mais attendez, quand on l'a découvert en 97, c'était pas du hasard. Et 20 ans plus tard, avaler la salive, ça va aller. C'est un géant qui ne fait que grandir. Et plus vous la mettez de côté, plus elle va seulement aller en grandissant, parce que c'est une vraie artiste. Et on a fait ça, mais voilà, on a donc eu l'occasion de... Après, je passe un peu du coq à l'âne. Il y a le groupe Omar CVM qui se désolidarise un peu. Et les 2 autres membres du coup, à savoir Tom Sefa et Joël Tic, viennent vers Mapan pour gérer des projets solo. Joël Tic et moi, on crée un label qu'on va appeler Herbivolt, où moi je fais les musiques, lui il écrit les paroles des chansons. Tom Sefa devient Racine. Le jour justement où nous créons ce qu'on appelle Samedi Rap. Les samedi rap. Parce qu'en dehors des John Pearson des rap qui ont lieu à African Logic chaque dimanche, le promoteur de ça, un de ces gars, M. Hans Bon, lui va créer les samedi rap. C'est-à-dire tous les premiers samedis du mois, au centre culturel français à l'époque, il y a un gros concert de rap, machin. Et le jour où il y a la réunion qui se tient, parce que ça m'a marqué, qui se tient pour dire que bon, voilà, nous allons mettre sur pied ce qui va s'appeler les samedi rap. Je laisse Tom Sefa au studio et quand je reviens dans la soirée, il s'appelle déjà Racine. Et il me dit, OK, j'ai compris ce que tu dis, je suis prêt, voilà ce que j'ai fait pendant que tu n'étais pas là. Et je commence à faire la musique de son titre éponyme, R-A-S-Y-N. R-A-S-Y-N, mon nom est Racine, mes racines sont l'Afrique, chocolat et ébène. On commence ça là. Et en dehors du groupe Négrissime qui fait de gros clins d'œil
à la culture camerounaise. Dans Parce leur, que Négrissime, l'album je crois que leur premier album, leur album c'est s'appelait Appelle ta grand-mère, je crois, non? C'est pas ça? Appelle ta grand-mère, si j'ai bon souvenir. C'est pas ça, c'est pas Oui, ça. oui, 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 c'est ça. oui, oui, oui. Hmm. Oui, en fait, je fais quasiment 80%, 90% des musiques de l'album. Appelle Waouh! ta grand-mère. Les autres Alors sont faites là, chapeau. par le feu J'ai adoré cet album. Wise O'Clock. Franchement, chapeau. Waouh! Voilà. Voilà, le feu Wise O'Clock. Je crois qu'il y a un titre fait par Wise O'Clock et un titre fait par DJ Mice. Hmm. Voilà. Si je ne me trompe pas. Et là, on peut parler vraiment de rap camerounais quand cet album sort. Et la scène d'African Logic, on a un gros clash parce qu'il y a une entité qui est créée qui s'appelle les Rencontres musicales de Yaoundé. OK. Un gros festival qui était jumelé au festival des musiques métissées d'Angoulême. Et je me rappelle qu'il y a un très gros clash parce que le promoteur des rencontres musicales de Yaoundé, en abrégé les Rémi, dit OK, vous faites vos bruits tous les jours là. Voilà, on va vous donner l'occasion de faire une grosse scène de rap. Il y a tous les médias du monde qui seront là. Vous allez leur donner l'occasion de découvrir le rap camerounais. Mais par contre, on ne veut pas de gars qui vont venir avec des faces B. Donc, aller en studio, enregistrer des sons propres. Blabla, 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 blabla. Les cachets seront décents. Blabla, blabla. Ce qui a été fait par une masse d'artistes qui parfois étaient élèves. Certains se sont endettés pour mettre leur son à niveau. Et puis, bizarrement, plus l'événement approchait, plus il y avait de réunions autour de la journée rap. Plus il y avait d'événements autour de la journée rap. Et chaque jour qu'on y allait, le budget alloué à chaque groupe descendait un peu plus. Finalement, on s'est retrouvé face à un truc, comme on dit, des miettes, mais respectable. Ben, le jour où on devait faire donc la journée rap pendant les rencontres musicales de Yaoundé, on se retrouve à l'espace African Logic face à la presse du monde entier et le promoteur nous explique qu'il n'a pas d'argent à nous donner, mais qu'il a plutôt prévu les tickets repas. Là, nous lui avons dit, écoute, il y a un truc simple. Ce à quoi tu t'attaques, c'est un mouvement. Et juste pour te montrer jusqu'à quel point on le contrôle, ben, tu n'auras plus jamais de rap pendant vos événements. Là, il n'y en aura plus. C'est bon. Wow. Et qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de monter sur scène, d'essayer de nous salir. On monte sur scène, on l'éjecte de la scène. On s'adresse directement à la presse internationale en leur disant, voilà, aujourd'hui, il n'y aura pas de rap en fait. Il n'y aura pas d'hip-hop. Il n'y aura rien. Simplement parce que, comme vous pouvez le savoir, nous sommes des artistes bookés pour un événement qu'on veut professionnel. Voilà, 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 voilà. Et voilà un individu qui nous dit qu'il nous a gardé des tickets repas. Wow. Nous n'avons peut-être rien, mais nous ne sommes ni des mendiants, ni des affamés. Et rien qu'au nom de ça, il n'y aura pas de concert rap ici. On respecte ce que vous êtes, c'est-à-dire, mais on a commencé à citer la grandeur des médias présents et on leur a dit que malheureusement, vous vous êtes déplacés pour rien parce qu'il n'y aura rien. Ça va. On vous laisse aller l'espace. Peut-être c'est le promoteur lui-même qui va rappeler là-bas. Et je dis, tous ceux qui étaient là sont sortis de l'espace, ils sont rentrés chez eux. Je dis les artistes. Et je te parle de ça parce que ça va donner lieu. Bon, les rencontres musicales auront lieu, hein, mais il n'y aura pas de rap. Sauf que entre deux festivals, il faut bien que le bureau vive. Alors, ils viennent nous voir 4 mois plus tard, en septembre, en disant, bon, vous nous avez tenu tête là-bas. Vous voulez faire comme si vous avez un public. D'abord, vos musiques sont diffusées où, on vous connaît où. OK, on vous donne la chance de nous montrer ce que vous valez. On crée ce qu'on appelle la nuit du rap. Et à partir de ce moment, tous les 2 mois, il y a un événement African Logic qui va s'appeler la nuit du rap.
En même temps qu'il y a les John Players chaque dimanche. Ok. Et la nuit du rap, c'était un gros concert avec du gros son. Sauf Ok. qu'on leur mettait à chaque fois 5000 personnes à Africa Music. 5000 personnes avec des gens qui n'étaient diffusés ni en radio ni en télé. C'est pour ça que je t'ai parlé en amont du monstre qu'ils ont créé, c'est-à-dire que c'est le monstre donc qui est né du mépris, oui, en mettant le mouvement hip-hop, en le marginalisant, en essayant de le réduire à du rien du tout. Ils ont créé un truc en fait. Voilà, quand on faisait concert, on avait 5000 personnes qui venaient, alors que nos sons n'étaient diffusés ni en radio ni en télé. Et les entrées étaient payantes. Wow. C'est comme ça, donc, voilà, voilà. Wow. On dit, voilà, quand tu crées donc les samedis rap, tu vois que ça s'agrandit. Tout à fait. On a les Ghibli Sunday chaque dimanche. On a les samedis rap chaque premier samedi du mois. Et on a la nuit du rap tous les 2 mois. Les grands groupes. Tu vois que les artistes découverts peuvent passer le dimanche. C'est chaque dimanche. Si tu as la force de rapper chaque dimanche, tu peux y aller chaque dimanche. Tu vas rapper chaque dimanche. Et toi-même, comme tu fais partie du mouvement, quand tu assistes à ce qui se passe au Centre culturel français le premier samedi du mois, toi-même, tu te rends compte que le niveau est monté d'un cran. Maintenant, quand on fait la nuit du rap, ce que tu entends, parce que là-bas, ça commençait à 16h, ça finissait à 4h du matin, non-stop. Ok. C'est comme une secte. Et là, quand tu voyais un groupe comme Négrissime te balancer les yoyettes dérange, des titres comme ça, et le public scandait ça en chœur, bon, là, tu te dis quand même que celui qui fait comme s'il ignore ça est en train de passer à côté de quelque chose d'énorme. Donc, après l'album de Négrissime, j'ai travaillé sur celui de Racine, parce qu'entre-temps, on était toujours dans notre démarche de la coloration du rap camerounais. Parce qu'il y avait un problème. Au Cameroun, les langues nationales sont le français et l'anglais, parce que nous avons près de 300 ethnies différentes. Dans les langages, près de 300 langages différents. C'est pour ça qu'on a adopté le français et l'anglais. Ok. Du coup, si tu me mets sur une prod française, tu auras l'impression d'écouter du rap français. Une prod américaine, tu auras l'impression, si je rappe en anglais, d'écouter un Américain en train de kicker. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste nos 300 façons différentes de composer la musique. Tu vois, ça fait 300 puissance 300. Des combinaisons selon les régions du Cameroun. Tu vois là où je pars. Tout à fait. C'est compliqué. Musicalement, nos cerveaux sont très compliqués. Tout à fait. Donc, je dis, OK, sur l'album de Racine, on commence à expérimenter des choses. On commence à expérimenter des choses et on se dit, OK, on va un peu faire, on va le faire à l'américaine. Il y a eu l'âge d'or de la musique camerounaise. On va prendre un titre de Toto Guillaume, que tout le monde connaît, et on va faire un rap dessus. Et c'est comme ça que Racine prend Dolo, Dolo, Banana, et va dire, la qui s'embat. Sauf que lui fait Allô, allô, mon frère, Yaoundé, les cellulaires se dégainent comme au Far West. Po, po. Allô, allô. Alors, quand on commence à faire tourner ça en radio, c'est le raz de marée. C'est-à-dire même les grands-mères, les grands-pères se sentent concernés par ça. Et là, je me dis, ok. Je crois que le blueprint, on hésitait, mais on hésitait pour rien. En réalité, il y a de la matière, c'est ça le Cameroun, on peut y aller. C'est ça. Et l'album de Racine fait un super carton. Derrière, il y a des petits que j'encadre depuis 1997 qui s'appellent Accent Grave. Okay. On se met aussi à travailler sur leur projet d'album qui est plus, on va dire, rap hardcore, mais panafricaniste, camerounais dans l'essence. Et eux, ils viennent avec que tout le monde a vu, où je suis en featuring avec eux sur On se rapproche de la réalité.
On se rapproche du vrai même si ces titres-là. Et puis tu avais des titres comme fais quoi, rien ni personne ne pourra changer ça, fais quoi. Tu vois, où on commence à ramener vraiment des gimmicks camerounais, de l'argot, des trucs. Parce que je disais aux gars, quand un Français ira, tu comprends tout ce qu'il dit. Tu maîtrises même jusqu'à son argot. Pourquoi est-ce que quand toi, tu as envie de kicker en argot camerounais, tu as toujours un clown à côté qui te dit, oui, mais qui va comprendre ça? Ouais. Et il n'y a pas de raison que je comprenne tout ce que Booba dit. Et Booba ne fait pas l'effort de comprendre ce que je dis. Si ça l'intéresse, il va poser des questions, on va lui dire. Combien de personnes disent, ouais, je kiffe, comment tu appelles le gars qu'on a tué dernier? Pop Smoke. Combien de personnes peuvent me traduire ce que Pop Smoke dit? À part Dior. Ok, ça on a compris. Le reste là. Quand 50 Cent dit It's your birthday, we're gonna rock it like it's your birthday. Qui peut me dire ce qu'il dit là? Ils sont là plein, ils dansent seulement, ils écoutent les bruits. Ils sont pleins. Donc, il n'y a pas de raison. Pour moi, c'est pas des débats. Maintenant, il peut y avoir des débats sur le choix de la langue. Oui, mais de toute façon. Si je suis dans un pays où il y a 300 ethnies différentes, moi, par exemple, je suis Béti. Je ne vais pas te dire, vas-y, fais tout ton album en Béti parce que le Cameroun, tu vas réduire ton marché. Là, on est dans si on peut appeler l'industrie de la musique, ça n'a rien à voir. Tu auras une porte écoute chez toi ou dans ceux qui sont de ton mère. Ton micro est coupé, le micro. Voilà, c'est bon. Ouais, certains vont kiffer la vibe, mais pas plus. Il faut trouver une astuce pour fédérer le maximum. Tout à fait. Du coup, ça, je garantis, au Cameroun, on part toujours avec un handicap à cause de ça. Tu vois, mais bon, on gère. Tu vois, tu chantes super bien en bassa, tu vas faire tout un album en bassa, sache que ça concerne directement ton aire ethnique et géographique. Or, le Cameroun, c'est 300 ethnies différentes. Tu gères ça comment? Au-delà de qui, oui, c'est un problème qui demeure. Donc, on a travaillé dessus. Du coup, moi, j'arrive avec mon album Vin Rouge Jaune en 2003, où tu vois que je fais un gros clin d'œil à Moni Billet. Ok. Bon, quand on fait ça, moi je vais, tu nous vends comment et bien sûr, tout Camerounais qui vit, et tous ceux qui ont connu l'âge d'or de la musique africaine, du coup, ça a un impact sur toute l'Afrique centrale. Tout à fait. Les gars disent que, ouais, c'est comme si je connais ce truc. Et on t'embarque dans un truc. Pourtant, le titre en lui-même musicalement est vide. Il y a un beat, une batterie, il y a une basse, il y a une guitare qui joue guitare mi-solo, comme on dit. Il y avait des claviers que j'ai enlevés, il n'y a que du rap et du chant. Point. Roots. Top départ jusqu'à la fin. Ça va, ça a pris tout le monde. Et après, donc, sur le projet Vin Rouge Jaune, je suis allé vraiment loin dans mes délires sur les recherches. Ce mélange de rythme traditionnel, du hip-hop, bref, je suis allé en immersion totale par rapport à ce souci que j'avais. Et derrière, le label Mapal n'a pas cessé. On a refait Accent Grave, deuxième album. Entre-temps, on a fait Funkis, super musicien dont on a sorti l'album. Puis, moi, je suis parti du label en 2007 pour créer un label, où d'ailleurs, tu vois les images, qui s'appelle Ndabot Production. Et depuis 2007, voilà, je suis assis à Ndabot dans la même direction, le même engagement, qui était de dire, OK, on avait un rêve, on avait un challenge, qui était de dire que
nos aînés qui sont assis au Panthéon, là-bas chez les autres. Ils travaillent dans les plus grands studios du monde entier. Ils ont accès à du matériel de pointe, d'élite, de qualité. Mais ils ont le courage, quand ils reçoivent nos maquettes, de les appeler le son CFA. On s'est donc dit, dans nos rêves de gamin, de jeunes ingé son, qu'on allait monter les mêmes studios que ceux dans lesquels ils enregistrent là-bas, les ramener au Cameroun, travailler dans ces studios et faire bénéficier de ces studios à tout le monde. Du coup, moi, de ma carrière, j'ai toujours investi quasiment les 3/4 de mon cachet dans du matériel pour en faire profiter le plus grand nombre. Pour qu'aujourd'hui, quand nous soyons en train de parler avec mes frères de l'espace, là, comme je les appelle, que nous puissions parler de musique et non de matériel. C'est parce qu'il n'y a rien de plus humiliant. Tu sais, tu as enregistré un gros projet avec quelqu'un de talentueux, tu arrives devant un mec, tu lui dis, voilà, écoute, il y a ce petit-là que j'ai découvert, on a travaillé en studio, je t'ai emmené le son, tu peux le mettre. Il prend le CD ou la clé, qu'est-ce qu'il fait? Il la pose de côté. Il te demande, vous avez travaillé sur quoi? Je lui dis, sur quoi, comment? Il me dit, quel système? Vous tournez sur quoi? Pro Tools, tu es d'abord obligé de lui dire que oui, on l'a fait. Déjà, si tu dis non, on a fait sur Cubase, je dis oui, mais il faudrait penser à des solutions plus professionnelles. Hein. Sinon, vous avez quoi comme micro, tu vois? Et là, tu vois, on n'est pas en train de parler de l'œuvre que tu as emmenée. Hein. Le gars, il ne te connaît pas, il ne sait pas ce que tu es capable de faire. Mais rien que sur la base du matériel que tu énumères, il estime que son oreille n'est pas suffisamment prête à écouter ce que tu emmenes. Oh, bon, moi j'ai aimé, on a ramené du matériel. J'aime bien quand le gars me demande, tu travailles sur quoi? Je lui dis, voilà, on est sur Pro Tools. Ah ouais, t'as quoi comme micro? Je dis Neumann. Il dit, ah ouais, quand même. Oui, j'aime bien cette connotation du quand même parce que c'est l'équivalent d'un hypercute au foie. Je sens qu'il est atteint. Ouais, t'as quoi comme préampli? Je cite Manley, des trucs. Je sais qu'il comprend très bien ce que je dis. Et en général, il abrège la conversation. Il me dit, ah ok, alors on va écouter tout ça, quoi. Et voilà, c'est pour ça que je ne suis pas venu pour vendre du matériel. C'est ça. Et maintenant, ce qui a été bien, c'est que même dans l'image, la vidéo, la photo, le même problème s'est posé. Et les acteurs de ce secteur ont réglé le problème. Aujourd'hui, regarde, on en est où? Les vidéogrammes n'ont rien à envier à personne. Tout à fait. On est, on est là. Ah ouais. Voilà, on fait ce qu'on a fait. Sauf que les gens ne se rendent pas compte que ça part d'un idéal, ça part d'un mouvement, d'un idéal et de tout un combat. C'est ça. J'aime bien pour un jeune aujourd'hui, pour lui, c'est évident. C'est normal. N'importe quelle caméra que tu ramasses aujourd'hui, appareil photo qui fait caméra, shoot en 4K. Mais les gens ne savent pas d'où on sort. C'est ça. Il y a ça aujourd'hui. Est-ce que tu sais ce qu'il y avait avant? C'est ça. Est-ce que tu sais qu'en 1998, on était interdit de radio et de télé? Justement. Est-ce que tu sais? Oui, aujourd'hui, ton challenge, c'est d'être nominé au MTV Awards. Je trouve ça c'est formidable. Est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais d'où tu viens? Tu sais même ce qui se passe. Le pire, c'est qu'ils ont l'impression souvent que c'est un combat qui s'est arrêté. C'est ça. Or, c'est permanent. C'est perpétuel. La Starmania, dans les métiers que nous faisons, représente quoi? C'est ça. 5% du métier. Mais c'est pour ça. 95 autres pourcents, là. C'est pour ça que c'est important que des témoignages comme le tien, Crotal, les jeunes puissent entendre, au-delà d'écouter tes super morceaux et tout ça, les grands featuring, d'ailleurs on va revenir là-dessus après, mais c'est important justement parce que tu es l'un des rares rappeurs du Cameroun
avoir traversé toute cette période-là, avoir fréquenté pratiquement les plus grands acteurs et surtout avoir featuringé, si je peux inventer un mot, fait des featuring à l'international, mais de folie, quoi. Ça, je veux que le jeune rappeur camerounais réalise ça, en fait, qu'ils arrêtent de te regarder comme si c'était un banal très bon rappeur. Ah oui, mais c'est pas n'importe qui. Il transporte une histoire. Et cette histoire, vous devez la connaître. Les meilleurs MC. Justement, j'ai envie que tu donnes justement ton sentiment par rapport à la nouvelle scène, aux nouveaux rappeurs, pas simplement camerounais, parce que moi, je te donne mon avis. Hein. Je trouve que le rap, c'est un peu perdu. Oui, bien sûr. Voilà, le rap, c'est un peu perdu. Je suis peut-être un peu dur, mais moi, j'assume cette posture. Voilà. Comme les jeunes ne savent plus, qui étaient les anciens, quelle richesse avaient les anciens. Des gens comme toi, ils se contentent juste de te fréquenter, de dire, ouais, je veux un featuring. Ah oui, mais tu sais, c'est qui le gars? Est-ce que tu as écouté ces albums, ces machins? Nanana? Non, c'est juste un grand nom, je veux son featuring. Ah ouais, c'est tout. Salut. Et donc, du coup, au niveau de la créativité, je trouve que ça se perd mais énormément. Quand j'écoute certains morceaux, je me dis, mais qu'est-ce qu'il raconte, quoi? Mais qu'est-ce qu'il raconte, le gars, quoi? Quel est ton avis sur la nouvelle scène? Ça, c'est la première question que j'ai à te poser. Et la deuxième question, c'est comment tu vois le futur? Quels sont les espoirs, en fait, entre guillemets, que tu vois dans le futur du rap camerounais, que ce soit de la nouvelle ou des anciens qui sont restés sur le devant de la scène? Et puis, bon, on parlera justement de tes projets Écoute. dans un troisième temps. Vas-y. Mais écoute, moi, ce que je veux te dire, c'est... Je vais déjà répéter ce que je dis à chaque fois. C'est que justement, les jeunes ne comprennent pas que leur victoire est la nôtre. C'est-à-dire que si en 98, je disais aux gars, vous savez quoi, vous gagnerez à rapper en pidgin et en argot de chez vous. Parce que le Cameroun ne sera jamais les States. Les States, oui, on a une influence, même française, mais je veux dire, le gars qui joue au Caïd à Sarcelles ou à, je sais pas moi, à Aulnessou, il ne peut pas faire 10 pas ici au quartier à Oussa. Il ne peut pas. C'est une autre matrice, c'est un niveau, sans que ce soit pris péjorativement. Je connais des quartiers ici où il vient avec tout son film là, mais on le dépouille comme un rat. Et il ne va même pas tousser. Ça, c'est ma réalité. Donc, c'est celle-là que je mets en avant. C'est pour ça que quand tu vas me parler de ta réalité à toi, je vais dire, regarde, boy, pour peu que je connaisse un peu des deux, laisse ça. Faisons la musique. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. La première des choses, c'est pas un jeu, tu as fait un clin d'œil sur, à l'époque, l'entourage qui flirtait toujours avec les gangs et autres. En réalité, d'une façon ou d'une autre, ça ne s'est jamais arrêté. Sauf qu'aujourd'hui, on a mené pas mal de combats. Oui, effectivement, moi, le petit rappeur de Yaoundé, je suis parti d'un rêve qu'il y avait dans ma tête jusqu'à faire un hymne de la Coupe du Monde aux côtés de Kelly Rowland, Two-Face Idibia, Sami Nikia, Grammy, tous ces gars, avec Didier Awadi, mon grand frère et tout ça. Tout à fait. Mais est-ce que les gars savent d'où part cette énergie? Entre-temps, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On a fait Sean Paul, Booba, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On n'a pas joué où? Bon. Des années plus tard, tu as la chance d'arriver. Je dédicace toujours à un de nos petits qui s'appelle Stanley Eno, qui arrive à une époque où, j'avoue, on est à bout de souffle. Le gars vient avec le titre qui va avec, le gimmick qui va avec, l'habillement qui va avec, la musique qui va avec, l'image qui va avec son titre à impair. Et ça vient rebooster pour la nouvelle génération de pas mal.
Après, je ne peux pas dire ça en ignorant des gars comme Kilamel, qui sont des gars qui sont juste après nous. C'est des vrais MC purs, c'est des tueurs. Et des gars comme ça, il y en a plein. Je ne peux pas les citer tous, tu vois. La génération qui arrive après, ils font leur truc, mais ils ne se rendent pas compte que c'est pas parce que tu dis à grandi dans c'était avant que tu effaces notre parcours et notre histoire. C'est dans ta tête que ça se passe. Parce que tu ne te rends pas compte que quand aujourd'hui, tu dis en grand c'était avant et tu démarres ton son actuel en utilisant des gimmicks uniquement camerounais sur les thématiques. En fait, tu es en train de... Tu fais ce qu'on avait dit il y a... Exactement. 20 ans. Tu es en train de faire. Bon, maintenant, si tu as l'impression que c'est toi qui crée ça, petit, quand on dit petit, on te regarde. Mais tu montes, tu descends, ta victoire, c'est la nôtre parce que on n'a jamais demandé aux gens d'être. C'est la vie qui a voulu que nous soyons là avant. Ouais, Nous. et puis surtout, il ne réalise même pas qu'il sera meilleur s'il laissait tomber cette arrogance-là et qu'il s'intéressait justement à savoir l'origine de ces gimmicks-là qu'il est en train de prendre. S'il saurait comment c'est arrivé à ces aînés, de ce qu'il est en train de il faire, serait meilleur voilà. rappeur. Il sera meilleur. Voilà. Après, ça devient plus compliqué parce que tu en as d'autres qui sont totalement acculturés. C'est-à-dire, ils ne savent même pas que le hip-hop, à la base, c'est une culture. C'est un mouvement, c'est un état d'esprit qui ne se limite pas à ce qu'ils voient sur les médias et les réseaux sociaux. Ça n'a rien à voir. C'est un ensemble qui ne se sépare, c'est-à-dire indivisible. C'est pour ça qu'il y a une expression que les Américains ont sortie et ça m'a fait sourire. Parce qu'ils ont dit quoi? Hip-hop is the new pop. Et j'ai vu une interview d'Akhenaton il y a 2 mois. Oui, on lui posait les mêmes questions. Et j'ai adoré sa réponse. Il a dit The new hip-hop is hip-hop is the new pop. The hip-hop right is the new pop. Is the new pop. The new pop. Not the old hip-hop. C'est les gars aujourd'hui sont comme les gars qui auraient fait le top 50. Si tu vois, à l'époque, là, en France, il y avait un classement des chansons populaires. Exactement. Voilà, c'est le rap, le hip-hop que moi je vois, c'est un recueil de chansons populaires. C'est ça. Voilà. C'est ça. Mais, c'est ça. Et ça, c'est ce qui arrive quand on commence à avoir une scène qui interpelle au-delà et qu'une espèce d'industrie commence à pointer son nez à l'horizon. Tu sais que c'est inévitable. Il y aura toujours une différence entre NTM et Benny B. Tout à fait. Maintenant, tu viendras et si un gars va te dire que Benny je vais te dire que oula. Ouais, on ne parle pas des mêmes choses. Je vais me lever, c'est partir. Tu comprends ce que je veux dire? Tout à fait. Donc, il y a cette réalité-là du petit qui n'en a rien à foutre de l'histoire. Il ne veut même pas savoir ce que c'est que le hip-hop. Puis, c'est un truc qu'il quitte. Donc, il a vu que pour faire ça, d'abord, il doit avoir le plus beau tatouage. Exactement. Ouais, en fait, les gars sont dans... C'est une bulle. Ils sont dans un truc. Et voilà, avec son laptop, il a réussi à avoir une petite carte son, il capte un signal. L'autotune à fond, et c'est voilà, bon. Il regarde le tuto sur YouTube, il te fait un son, ton réseau de potes pousse le truc via TikTok, machin, du jour au lendemain. Boum! Tu le vois, il est déjà là partout. Tu dis OK, c'est bien. Parfois, la vibe peut être bonne. Ouais. Mais derrière, tu as envie de lui rappeler que, gars, ce truc, tu vois, c'est un métier. Et ce qu'il faut penser, envisager, c'est une carrière. Tu ne peux pas faire des hits à chaque sortie. C'est impossible. Tu ne peux pas. Il y aura des sons que tu vas faire qui seront hyper bons, d'autres seront moins bons, certains seront nuls.
Donc, c'est ça la carrière, c'est ça, Mhm. c'est comme ça. Mhm. C'est pour tout le monde. C'est ça. Donc, ça, c'est ce que je peux dire par rapport aux jeunes de maintenant. OK. Et s'ils ne s'intéressent pas à comment fonctionne réellement l'industrie, ils vont s'en mordre les doigts parce que ça reste une industrie et derrière, tu as des gens qui sont là pour se faire de l'argent. Point barre. Il n'y a aucune émotion derrière. Tout à fait. Tout à Et fait. si la seule chose qui t'intéresse entre-temps, c'est la Starmania, ben, tu te casses les dents à coup sûr. C'est inévitable. Tout à fait. Bon, voilà. OK. Tu as de ça. Ta deuxième question, voilà. Oui, Ta voilà. Donc, deuxième question, j'ai envie qu'on aborde maintenant en fait, tes projets, hein, les projets qui vont sortir, ce que tu as ah d'accord. prévu, voilà. Parce que je pense que beaucoup de Ouais, gens attendent ça, en fait. d'accord. Alors, si tu veux, depuis l'époque, j'ai à peu près, bon, premier album 2003, Vert ou Jaune, maxi, single annonçant la sortie de la BO de No Life en 2007. Finalement, la BO de No Life ne sort qu'en 2011. 2014, 2015, Cœur de Lion, Peau de Panthère, volume 1 et 2. 2016, 2000, en 2015, 17, 18, je crois, volume 3 et 4. Et là, depuis, j'ai bouclé la plupart des artistes que j'ai signés sous le label Dabot. Depuis Mhm. 2007, j'ai bouclé les projets de plein d'entre eux. Et on a commencé à travailler sur l'ouverture du label, donc recruter un directeur général pour que je souffle un peu de ce côté-là. Mhm. Justement, Mhm. les jeunes qui maîtrisent mieux le mainstream dont on vient de parler. Il vaut mieux que ce soit... Peut-être nous, on ne sait pas. C'est bizarre, on ne sait pas, mais on nous appelle quand même quand il faut animer des séminaires. Donc, comme ils savent, j'ai recruté un jeune directeur général qui est d'ailleurs hyper brillant, qu'on appelle le Rufa. Mhm. Il est en train d'organiser la structure à son rythme. OK. C'est le directeur général. Tu vois, je suis comme ça, là. Bah, là, J'ouvre ma bouche quand on me dit qu'est-ce tu que as tu passé la penses? casquette, hein? Ah, Tu as passé la casquette. C'est voilà. bon. Ah, OK. voilà. Donc, moi, je suis sur un projet qui s'appelle Le Retour du Prince. Et les prémices, au niveau des colorations, c'est des titres comme Alpha, Omega, Cliché, pour montrer aux gars, en fait, vers quoi je partais. Donc, il y a un titre qui va sortir d'ici 3 semaines qui s'appelle Tout ça, c'est le riz. OK. À côté de moi, tu as des projets comme ceux de Pat Le Ce Reflet, sera Avant le. Tout ça, c'est le. Tout ça, c'est le riz. Le riz. Ah, d'accord. Tout ça, c'est le riz. Le riz. Et ce sera Tout le. ça, c'est le riz. D'accord. Ce sera le C'est premier titre de l'album, le mon retour. prochain titre. C'est le premier? Non, les premiers titres ont commencé à sortir. Ah, OK, Si d'accord. tu cherches un titre comme Alpha Omega de Crotal, c'est le premier titre de cet album qui est sorti. Ah, les Tu sais que premiers titres. maintenant, on nous a ramené au single. On va faire. Les gens n'écoutent plus les albums. Il y a D'accord. un titre. Donc voilà. Avec D'accord. l'avènement du Covid, nous a stoppé complètement. OK. Donc là, je continue. Le prochain titre, c'est Tout ça, c'est le riz. Embouteillage. Il y a plein de. Ça, c'est sur mon projet, mon truc musical personnel. D'accord. Maintenant, à côté de ça, j'ai des musiciens Bikutsi, toujours le vieux funky. J'ai des musiciens ethno-jazz comme Cyril Kono. J'ai plein de gars que je produis D'accord. et dont les projets sont totalement aboutis et qu'il faut sortir. Et derrière, il y a d'autres activités que je mène en tant que président, par exemple, du syndicat national des acteurs des musiques urbaines du Cameroun, OK. où on essaye de défendre tant bien que mal l'intégrité de nos membres. Mhm. Et après, j'officie aussi en tant qu'administrateur
à la Société camerounaise de droit voisin. Hmm. Depuis sa création, on est actif, on fait beaucoup de choses. Derrière, je t'ai cité tous les labels dont je suis à la tête. Il y a Ndabo Production, il y a Kingston Records, il y a Fatherland Records. Ok. Voilà, on travaille. Très bien. Très bien. Est-ce que pour finir, Donc, nous sommes en train de mettre sur pied. est-ce que Vas-y. tu as un site internet ou est-ce que tu as des réseaux privilégiés où Oui, les gens bien peuvent sûr. te Ndabo contacter direct? Est-ce que tu peux me donner là, s'il te plaît? Bien sûr, ndaboproduction.com. Maintenant, en termes de distrib, la plupart des produits se trouvent sur toutes les plateformes de téléchargement légales existantes. D'accord. Très bien. Maintenant, là, j'ai la prétention de devenir un agrégateur et non pas de travailler pour un agrégateur. Ok. C'est parce qu'on s'est rendu compte qu'au niveau, on se comprend. Je ne suis pas un esclave de. Indépendance. Je vais avoir soit une boîte. Indépendance. Tcha, tcha. C'est ça même. Ouais. Tout ça, ça me saoule, ça me fatigue. C'est ça. C'est ça. Ouais, c'est ça. Non, chacun mène ses combats. Même si à côté de moi, j'ai des petits à moi qui sont éditeurs, qui travaillent pour eux, ça les regarde. Mais eux-mêmes, ils te le diront, non, le grand, là, lui, il est fou. Pendant que nous, on bosse pour les autres, lui, il vient, il s'assied, il dit que moi, je vais créer une boîte qui va avaler la vôtre. Mais ouais. Faut bien que parmi nous, il y ait des gens qui le leur disent. Tout à fait. Ouais. Ok. Donc voilà, en gros, c'est ça. Bah, écoute, mon frère Kotal, franchement, je pense que je ne saurais comment, à quel point je te remercie vraiment pour cet honneur que tu as fait à Melouti TV de participer à ce Hip Hop History spécial Cameroun. Je pense que tu es le meilleur représentant, on va dire, en tout cas la meilleure personne à qui on pouvait se référer justement pour parler, pour présenter à tout le monde entier, parce que justement cet échange, on a tous les principes de hip-hop history, on a l'intention de les diffuser dans le monde entier, donc de sous-titrer tout ça en anglais, justement pour que même les gens aux États-Unis, hein, que je connais, je suis en rapport avec des personnes, eh bien, ils vont réaliser que, en fait, eux-mêmes, ils ne réalisent même pas à quel point ce qu'ils ont créé chez eux a influencé dans le monde entier. En fait, ils ne réalisent pas. Mais bref, en tout cas, ouais, bien sûr. Voilà. Ils vont voir que, en fait, que cette puissance-là, elle a bien fait de rentrer en Afrique. C'est le retour, le back to Africa. Le hip-hop est une force africaine qui est rentrée en Afrique. Et donc, quand elle rentre en Afrique, eh bien, elle se régénère encore plus. Donc, le hip-hop historique Cameroun, Gabon, Côte d'Ivoire. Voilà. C'est ça, en fait. Donc, en tout cas, merci, mon frère, pour cette interview. Donc, si tu as un dernier mot... C'est moi qui te remercie. Je vous remercie tous. Je te laisse un dernier mot et voilà, comme ça. Ben, écoute, alors, qu'est-ce que je vais dire à tous mes frères? Voilà. Donc, par rapport à l'aventure dans le hip-hop, je pense que c'est une des plus belles et une des plus grandes aventures que j'ai vécues et que je continue de vivre aujourd'hui. D'ailleurs, dans un titre, je fais un clin d'œil à Samouri de OAN. Le hip-hop n'est pas une mode, c'est mon mode de vie. Pour tous ceux que ça intéresse de devenir musicien, il faut savoir que c'est des corps de métier avec des règles, des codes de fonctionnement. Et quand tu as la prétention de faire quelque chose, fais bien attention à avoir pris soin d'apprendre les arcanes du métier que tu as la prétention d'exercer. C'est ça. C'est ça même. Comme disait... Donc, vas-y. Tu m'entends? Tu n'avais pas fini? Je t'entends. Voilà. Donc, ce que je dirais, c'est espérance, persévérance, endurance, travail.
Bassé. En tout cas, comme disait Antoine, Voilà. rap is something you do. Hip-hop is something you live. Voilà. Oui. You are not just doing hip-hop, you are hip-hop. C'est ça même. En tout cas, merci mon frère Kotal. On est ensemble. Wow. On va se recontacter encore pour faire autre chose. Ah, OK. Yes. Allez, ciao la famille. Il n'y a pas de problème, c'est quand tu veux. OK, allez. OK, frère. On est ensemble. Yes, ciao. Cool. Kamelune, woman o karfwama vomana zamko. O karfwama fanga. Arrête-toi là, je descends là, Fandena, Omnisport, tu m'amènes où? Taxi Brousse en panne, viens faire un tour dans les mapanes, la sauce de chez nous, accompagnée de son couscous clan, accent grave crotal, caméra connexe pour une déconnette, la rime plein le pouce-pouce en caisse d'exocète, 00237 Bantou, on veut la tête du taureau de 7 pour mettre à la place celle de Koulou la sage, net, le manque est net, trop de bushman, pète la planète, de toutes ces merdes pour faire place nette, c'est vert ou jaune pour la planète, et Satan bushman qu'on peste quand ça pète ici, sans avoir besoin de cagoule, de Wadi à Kaboul, d'Irak à la Gaule, nous voix résonne et le flow coule comme le Funti, pour que tu entendes, pour que tu comprennes tes fils ici qui se plaignent. Je crois en paix, travail, patrie, même si chaque jour j'envoie des vertes, des rouges et des jaunes, vert ou jaune c'est bien toi que je suis pétri. Je crois en paix, travail, patrie, même si chaque jour j'envoie des vertes, des rouges et des jaunes, vert ou jaune c'est bien toi que je suis pétri. Pas la peine que je débarque et me présente comme l'exemple, c'est pas de ma faute si les misères tout son vie tournent en boucle autour de nous tel un centre. La vie n'est pas simple, rester humble devant ce qu'on contemple n'est pas simple. Vert ou jaune t'es plus qu'un centre de l'Occident et ses temples que son mépris sans cesse dépeint et contemple. États-Unis d'Afrique, vert ou jaune, et tous trempent, des fils étouffent, Baïn Batou, de cette étoupe, brûle les états pour être au top. Pour survivre sous tes trappes, la vie est trop chère, trop même. Et vu ma vie et ses scènes, combien de cartons rouges assassinent encore et encore nos motivations. Demande à Racine, Ibrahim, ce que la vie nous enseigne. Demande à Hassan ou au Sassen, du pareil au même. De rage on voit rouge, de voir le bois marqué au rouge. Attendre que ça bouge, pas le temps, la vie est high. Je crois en paix, travail, patrie, même si chaque jour j'envoie des vertes, des rouges et des jaunes. Vert ou jaune, c'est bien toi que je suis pétri. Je crois en paix, travail, patrie, même si chaque jour j'envoie des vertes, des rouges et des jaunes. Vert ou jaune, c'est bien toi que je suis pétri. J'ai vu trop de choses, su trop de choses, appris trop de choses, tellement tôt et tellement vite que tout ne m'a laissé qu'une vision de la vie morose. Loin de ces clichés à l'eau de rose, c'est vrai, j'aurais tellement voulu que ce soit ça pour pouvoir apporter une éclaircie dans le fond de mes proses, le fond de ces choses qui font qu'à chaque fois j'ose. Jamais pour quand dans le fond de ma course ce que je vois heurte mes mœurs à haute dose. On souhaite que j'appose de rose pose quand l'injustice m'ankylose. Le boa a fait de moi ce que je suis, personne ne m'épère mais qui se déroge. À mesure que son système j'interroge, il me répond que je loge. Lance love depuis le one love, mais plus j'évolue j'ai l'impression de voir disparaître le saut de l'unité. Aujourd'hui c'est dans le mal qu'on innove, qu'on se forge une identité. Je crois en paix, travail, patrie, même si chaque jour j'envoie des vertes, des rouges et des jaunes. Vert ou jaune c'est bien toi que je suis pétri. Je crois en paix, travail, patrie, même si chaque jour j'envoie des vertes, des rouges et des jaunes. Vert ou jaune c'est bien toi que je suis pétri. Je crois en paix, travail, patrie, même si chaque jour j'envoie des vertes, des rouges et des jaunes. Vert ou jaune c'est bien toi que je suis pétri. Je crois en paix, travail, patrie, même si chaque jour j'envoie des vertes, des rouges et des jaunes. Vert ou jaune c'est bien toi que je suis pétri. Je crois en paix, travail, patrie, même si chaque jour j'envoie des vertes, des rouges et des jaunes. Vert ou jaune c'est bien toi que je suis pétri. Je crois en paix, travail, patrie, même si
chaque jour j'en vois des vertes, des rouges et des jaunes. Vert ou jaune, c'est bien toi que je suis pétri.